voilà un certain mode de vie, hein, si j'ose dire. Voilà une ville. Une ville, et quelle ville, hein, Times Square. Donc c'est vraiment... quelle ville? C'est New York. C'est, vu d'en haut, une fourmilière. Vu d'en haut, on peut trouver à ce spectacle, en particulier quand il passe en accéléré, ce qui est intéressant, hein, c'est-à-dire le passer en accéléré n'est pas une façon de moins le voir, c'est une façon de le voir dans son ensemble et de remettre peut-être les gestes auxquels nous accordons tant d'importance dans le quotidien de la vie à leur place, c'est-à-dire à leur place d'épiphénomènes d'une communauté à la fois immobile et mouvante, dont le scintillement vient du fait que des individus la composent et se rendent avec une certaine routine, mais pas toujours au même endroit, selon les mêmes rythmes, et qu'au fond, les rues se ressemblent, et les attitudes et les comportements se ressemblent. Bref, la fourmi humaine. Et de l'autre côté, nous avons la fourmi tout court, avec une autre Times Square, qui est un caillou, et une communauté de fourmis. Alors, est-ce qu'on gagne en intelligibilité? Est-ce qu'on gagne quelque chose? Est-ce qu'on comprend quelque chose de plus quand on regarde la ville humaine comme une fourmilière, c'est-à-dire quand on compare les deux, ou est-ce qu'on manque ce qui serait une spécificité de l'humain, qui serait le fait qu'à la différence des individus qui composent cet ensemble, chacun ici peut avoir le sentiment de l'importance de ce qu'il fait ou d'aller quelque part avec une intention, et une intention qui n'est pas soluble dans l'ensemble auquel il appartient. Certains ont eu l'impression de gagner dans ce point de vue en surplomb. Synoptique, panoramique. Oui, on voit les choses de loin, puis on aperçoit une fourmilière humaine et on se dit, New York, c'est une fourmilière et tout ça est réglé de manière ultra fonctionnelle et finalement, l'homme et la fourmi, c'est pas si différent. Et je trouve ce point de vue, alors il peut être intéressant, il peut produire une forme de sociologie ultra fonctionnaliste, disons, mais ce qui est intéressant, c'est que on voit bien tout ce qu'on rate dans ce surplomb. On voit bien que dès qu'on se met à la place de ces gens-là, on s'aperçoit que c'est tout à fait autre chose. Ils peuvent avoir le sentiment, parfois, de vivre dans une fourmilière. C'est un provincial qui arrive à Paris, puis ça court dans tous les sens. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette fourmilière? Un Français qui arrive à New York... C'est l'étrangeté du provincial à Paris ou de l'anglais à New York lui donne le sentiment d'être... Comme il n'appartient pas à ce dont il est le spectateur, comme il est là en touriste, en définitive, il a accès à ce point de vue davantage que le New-Yorkais qui, pris dans son activité, dans son hyperactivité. Donc ça peut arriver, ce sentiment de la fourmilière. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez fugitif et que dès qu'on vit sa vie humaine au singulier, comme sujet humain, on s'aperçoit que c'est chacun pour soi d'une certaine manière. Certains vont au travail, d'autres restent au lit, certains prennent des taxis, d'autres prennent le métro. Chacun vit sa vie. Et ce sentiment d'une fourmilière humaine, d'un fonctionnement global comme ça, très, très conformiste, perd beaucoup finalement de sa crédibilité. C'est-à-dire cette comparaison avec la fourmilière, au fond, perd beaucoup de sa crédibilité. Quelle est la limite à cette comparaison? Quelle est la limite? Parce que c'est vrai que quand on regarde les deux images successivement, c'est quand même étonnant. Quelle est la limite à cette comparaison? On voit bien que c'est pas la même chose. À la limite, je dirais que c'est... Mais qu'est-ce qui nous fait dire qu'au fond, c'est pas la même chose, indépendamment de la morphologie des individus qu'on filme? Non, si on en reste au point de vue du spectateur étranger, ou au point de vue éloigné, au regard éloigné, il n'y aura pas grande différence. Et justement, pour moi, la limite de ce regard, c'est précisément qu'un autre point de vue, le point de vue subjectif, le fait d'être celui qui vit sa vie, changera tout. On s'apercevra qu'une vie humaine, c'est pas vivre comme une fourmi sur un mode assez automatique, au fond, assez machinal, et que une vie humaine s'organise tout à fait autrement lorsqu'on l'interroge subjectivement, comme chacun vivant sa vie. En particulier, on en parlait à l'instant parce qu'un vivant parlant, un vivant qui parle, désautomatise d'une certaine manière sa vie parce qu'il la met à distance. Il propose des choses au regard des autres en disant « Regardez, nous parlons de cette chose et cette chose, elle recule et le monde recule dans une forme de profondeur qui tranche avec l'automatisme en particulier d'une fourmilière. » Bon. Donc l'essentiel, je pense... Fourmilière bavaroise, tiens d'ailleurs, je le découvre à l'instant. D'accord. Pourquoi pas? Mais ça ne change rien. Justement. Non, ça ne change rien au fait. Ça change rien au fait qu'il est essentiel, quand on parle d'animal, de varier les points de vue. Et que le point de vue extérieur de la science doit savoir composer toujours avec un point de vue phénoménologique de l'expérience vécue. Et qu'il faut adopter cette dialectique et toujours faire dialoguer l'un avec l'autre parce qu'on s'aperçoit en effet qu'en première personne, tout change, en particulier dans le rapport de l'homme à l'animal. Mais est-ce qu'on ne peut pas inverser la proposition qui est la vôtre? Parce que, bon, très bien. Vous dites que quand on prend un peu de recul, au fond, on rate ce qui se passe véritablement. On s'éloigne trop, on rate ce qui se passe véritablement, on prend trop de hauteur finalement. Nous ne sommes plus de plein pied, nous ne sommes pas dans l'émotion singulière qu'éprouve chaque individu dans son trajet de vie. Bon, très bien. Donc prendre du recul, c'est manquer quelque chose. Mais
on peut aussi considérer que l'illusion, elle est du côté du sentiment de faire des choses très importantes alors que ces choses sont routinières. Et que cette routine, en définitive, nous échappe ou finit par nous apparaître quand, à la fin de la vie, on prend une position de recul par rapport à sa vie elle-même et qu'on s'aperçoit qu'on l'a passée dans la routine, par exemple. L'illusion peut être aussi d'avoir un libre arbitre et d'ignorer les causes réelles qui nous font agir et désirer ce que nous faisons, ou qui nous contraignent à agir à notre insu. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un gain d'intelligibilité, de compréhension dans le recul que l'on peut prendre par rapport à un phénomène qui nous échappe quand on a le nez dans le guidon? Alors qu'ici, à l'inverse, vu de l'extérieur, bon, ben on a une fourmilière, mais ce grouillement informe de fourmis nous fait manquer l'extraordinaire puissance, la force invraisemblable de chaque individu qui le compose et qui en lui-même peut être fascinant. Non, mais le point de vue extérieur nous apprend un certain nombre de choses. Moi, ça me fait, ce point de vue radicalement extérieur me fait penser, par exemple, à ces gens qui nous disent « Regardez, l'homme partage 99% ou 98% de 90,6% de ses gènes avec les chimpanzés, donc finalement, c'est quasiment la même chose. Oui, sauf que quand on regarde de près, on s'aperçoit que l'expression de ces gènes... Ce qui compte, c'est le 2% de dissemblables. Mais oui, mais c'est surtout l'expression des gènes, l'expression justement individuelle des gènes et à l'échelle de comportement. Et à ce moment-là, quand on examine les choses de plus près, quand on quitte ce regard de loin, on s'aperçoit que tout change dans le rapport, de la façon dont l'homme organise des institutions, des cultures, etc. Donc il me semble intéressant de faire dialoguer ces deux points de vue. Et quand vous parliez d'illusion, quand vous disiez, mais est-ce que ce n'est pas une illusion de croire que on fait sa vie, etc. Mais oui, peut-être. D'accorder tellement d'importance aux petits gestes qu'on fait, alors que des millions de gens dans la même ville font les mêmes en accordant autant d'importance aux petits gestes. D'accord, mais ce qui est intéressant dans une vie humaine, c'est que ces illusions, en effet, sont sans doute illusoires, mais sont là tout le temps. Les gens continuent à vivre leur vie d'homme en croyant qu'il y a la vérité, en croyant qu'il y a une justice, en croyant qu'il y a une liberté, en croyant qu'il vaut mieux ne pas tuer que tuer, etc. Et toutes ces croyances, qui ne sont que des croyances, en effet, qui sont sans doute souvent des illusions, constituent une vie d'homme. Et ça, il n'y a qu'une phénoménologie en première personne, si vous voulez, qui peut restituer ça. De loin, c'est-à-dire un rapport immanent, immédiat, proche au phénomène qu'on observe. Voilà, comment vivent les hommes en première personne, quelle est leur vie, de quoi se compose-t-elle? Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances, faut du forfait pour oublier la solitude, faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules pour bander, faut du gazon dans les tabacs, il faudrait arrêter de fumer, la salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner, faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant, faut dépenser les petits sous, faut du réseau pour les enfants, faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le blé. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer, je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi, à se faire mettre, à se faire baiser, sur à se faire enfanter. Des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite, mais ces connards ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir. Des OGM dans les biberons, ouais c'est tant mieux, ça fera moins de cons quand ils crèveront en mutation, des grippes porcines sur des cochons. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant, faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants, faut ressembler à des guignols, faut passer à la télé, faut rentrer dans les farandoles de ceux qui font le blé. Paraît qu'il faut virer des profs, et puis les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 €. Faut que ça rapporte aux actionnaires la santé et les hôpitaux. Va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro. Faut qu'on se fasse une raison, on a loupé nos
nos transactions, c'est laisser prendre le quai par nos besoins, nos religions. Il faut foutre le portable aux chiottes et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présentateur digitaire. J'accuse au mégaphone dans l'assemblée. J'accuse au mégaphone dans l'assemblée. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut du forfait, faudrait de l'air dans les tabacs. La salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries